3, 2, 1, partez. Comme confesse Philippe Sella. Elle est au-delà de ce que je pouvais imaginer. Oui, elle est magnifique, elle est même magistrale, je trouve. Je ne pouvais pas imaginer, moi, l'enfant de Bourran, du confluent du Lot et de la Garonne, faire une carrière aussi grande et jouer contre toutes les équipes du monde, aller dans tous les pays du monde. C'est merveilleux. Je rêvais de jouer à Agen. Je n'avais jamais imaginé jouer en équipe de France. Tout simplement parce que mon papa jouait au rugby à Clairac, donc il a joué jusqu'à 42 ans. Donc j'ai commencé à jouer au rugby à 13 d'abord, parce qu'il y avait du rugby à 13 à Clairac. Et puis quand il y a eu le rugby à 15 en Benjamin, j'ai commencé le rugby à 15. Et j'ai fait aussi un petit peu d'athlétisme, mais sinon c'est le rugby qui a pris ma passion complètement. Et c'est quand j'étais, je pense, minime, quelques années après, minime cadet première année, où j'ai senti que peut-être il fallait mettre doubler les forces et la volonté pour aller plus loin, quoi. Je ne suis pas vraiment nostalgique. Évidemment que je pense de temps en temps au passé. Mais ce n'est pas quelque chose qui me revient très très souvent. J'aime le présent, j'aime beaucoup le présent et j'aime découvrir aussi. Donc dans la découverte, c'est aussi s'intéresser, c'est penser à demain. Et donc ça devient plus intéressant encore. Comment évoluer en permanence? Alors évidemment, je ne regrette absolument pas tout ce qui a été fait, comment ça a été fait. C'était avec les moyens du moment et voilà, avec les règles du moment aussi. Et c'était déjà merveilleux. Mais aujourd'hui, quand je regarde les matchs, je m'intéresse par rapport à un rugby qui est devenu professionnel, alors que moi j'ai connu celui qui était amateur. Ce sont quelques différences, même si on joue le même rugby sur le terrain. Oui, j'aimerais jouer maintenant parce que c'est un rugby professionnel, donc je m'entraînerai tous les jours, je serai disponible pour essayer d'évoluer en permanence et aussi de trouver des solutions aux différents problèmes de jeu que l'on peut rencontrer d'un week-end à l'autre et donc travailler sur des situations peut-être à moderniser, à faire évoluer. Le rugby d'aujourd'hui, c'est un rugby assez direct. Il y a aussi du jeu dans les intervalles, ça existe. Suivant les équipes, il y a encore ça existe, même si on le voit peut-être un peu moins que par le passé. Il y a quand même des équipes qui ont un rugby bien spécifique. Mais il y a ce côté, je pense, qui est uniforme un petit peu à toutes les équipes, c'est que la conquête, il faut être solide, il faut avancer, donc dans l'avancée, il y a quand même pas mal de jeux directs, mais ça ne suffit pas. Il doit y avoir d'autres données afin de pouvoir perturber les défenses adverses. Peut-être, peut-être, je n'en sais rien. Je n'en sais rien parce que je n'ai pas évolué dans le rugby professionnel, si un peu quand même en Angleterre, où je me suis régalé. D'ailleurs, on pensait de l'Angleterre un jeu uniquement de jeu au pied. Ça a pu être vrai dans les années 80, mais quand j'y étais au Saracens, avec François Pénard comme capitaine, comme entraîneur aussi, il faisait les deux fonctions, c'était pas mal parce qu'il y avait beaucoup d'observation de l'équipe adverse, mais aussi un jeu proposé par l'équipe qui était ambitieux dans le jeu de passe, dans la continuité, dans la volonté de porter du ballon, mais il n'y avait pas que ça, on avait Michael Laina en 10 qui était pas mal aussi pour le jeu au pied. Et j'ai bien aimé ce rugby professionnel que j'ai découvert uniquement sur 2 années. C'était très agréable. Et donc,
j'aurai 40 ans de moins, je me régalerai, je pense, dans ce rugby aussi, parce que bon, j'étais pas trop feignant sur le côté impact. C'était un peu ma force aussi d'essayer d'avoir une conservation du ballon dans des moments qui peuvent être plus complexes. Mais aussi, j'ai essayé d'être travaillé. Je pense y être arrivé en partie au moins sur les passes diverses. Des passes où on a le temps de pouvoir observer, de donner le ballon dans le changement de rythme, et puis des passes sur un pas qu'on appelle, où on a un toucher très très juste et fin avec le ballon pour que ce ballon arrive correctement chez le coéquipier. Et ça, bon, j'ai adoré. En fait, je ne savais pas toujours faire quand j'ai commencé. Moi qui étais un arrière de formation et qui suis passé centre quand j'ai eu 20 ans. Donc je suis arrivé sur le tard au centre, mais ça m'a appris aussi ce côté-là de travailler, d'observer les autres joueurs, mes aînés, ceux qui jouent en équipe de France. Et la passion fait qu'on y passe du temps, même quand le rugby était amateur. Ben, c'était peut-être un plus dans les préparations de matchs, mais aussi dans sa préparation pour évoluer. C'est important d'évoluer en permanence quand on est un sportif, un joueur de rugby. C'est ce qui m'a toujours servi pour jouer pendant pratiquement 18 ans. Mais j'étais à bonne école, j'étais un fan du club d'Agen. J'ai eu un rêve, un vrai rêve quand j'étais petit, que j'étais à l'école de rugby à Clairac, c'était de jouer à Agen un jour. Je n'avais même pas imaginé l'équipe de France. Mais Agen, oui, j'avais imaginé, mais des rêves, des fois, ils ne se réalisent pas. Et donc, je voyais l'équipe d'Agen jouer, qui avait un jeu assez débridé, en fait, avec pas mal de contre-attaques, de relances. Il y avait du jeu au pied, évidemment, mais il y avait aussi pas mal de jeux en première main. Et j'ai beaucoup aimé ça. Et aussi, j'avais un entraîneur, Vincent Milan, à Clairac, c'est lui qui a monté toute cette école de rugby. Ben, il aimait qu'on jouait au rugby, quoi. Il aimait ce rugby-là, et je jouais arrière, donc je tapais jamais dans le ballon. D'ailleurs, je crois que j'ai jamais trop tapé dans le ballon. Et quand j'ai tapé, j'ai trouvé des touches indirectes ou j'ai fait n'importe quoi. Donc, ouais, j'étais plutôt quelqu'un qui portait le ballon. Mon plus gros défaut était quand même ce jeu au pied. Et donc, tout ça est venu, je pense, de l'observation, des discussions qu'on avait avec la famille, quand on parlait d'Agen et de ce jeu-là qui était produit par l'équipe. Donc, dans la continuité, même quand j'ai joué à Agen, j'ai essayé d'amener ce que j'avais compris, ce que j'avais observé, ce qu'on m'avait dit auparavant. C'est ça qui est chouette aussi, c'est d'amener par rapport aussi au temps qui passe et aux évolutions qu'il doit y avoir, c'est amener sa patte pour l'équipe, avec les coéquipiers, sur une culture et la faire perdurer. Plus maintenant. Ça a pu me manquer dans les quelques années qui ont suivi les dernières rencontres. 18 ans de haut niveau, 16 ans à Agen, 13 ans à l'équipe de France et 2 au Saracens, ça fait une belle carrière. Tous les week-ends, ça revient pratiquement. Et donc, quand on se retrouve uniquement dans les tribunes, ou qu'il n'y a plus cet effet-là, on a certaines pensées. Et j'ai eu des discussions par moments avec certains pour dire comment ils pouvaient réagir, tout ça. Mais la vie est faite ainsi, il y a un arrêt à un moment. Et heureusement, j'ai évolué aussi dans ma vie professionnelle. Je me suis régalé dans ce qui a été mis en place à côté, de découvrir la télé, de commenter des matchs à la télé. Ça m'a émerveillé et fait découvrir aussi que je pouvais maîtriser mon émotion, que j'avais assez forte. Ça m'a fait énormément de bien. Et aussi, derrière, pour des conférences, avec un associé, on a créé une boîte de communication, on a fait beaucoup de relations publiques. En fait, il y a eu de la découverte aussi grâce au rugby.
Je suis un prof de gym à l'origine, moi qui rêvais d'être ou prof de gym ou agriculteur comme mes parents. Mais je suis allé au bout de ma première idée. Et puis derrière, le rugby m'a permis aussi d'aller voir autre chose. Et même si ma maman me disait à ce moment-là, tu as fait toutes ces études-là et tu vas faire autre chose, on a peur, on a vraiment peur pour toi. Mais moi, j'avais peur un petit peu aussi. Je me rassure, j'avais un peu peur aussi. Parce que je voyais que c'était quelquefois pas si facile que ça. Mais après, il faut il faut avoir envie d'aller au bout de ce qu'on a entrepris et ne pas lâcher. Oui, plutôt. Oui, plutôt. Et en fait, j'avais un échauffement qui était relativement long. J'aimais bien faire des petites courses, être dans des petites courses et faire des étirements. En fait, c'était vraiment la pré-préparation pour être bien ensuite, pour échauffer, tout. Puis petit à petit, avec le rendez-vous de 15 heures qui arrivait, il y avait ce côté d'aller chercher ensuite le coéquipier, soit dans le verbal aussi, soit dans le non-verbal. Et d'aller chercher le coéquipier, c'est observer, regarder. Et alors quelquefois, on se sent peut-être mieux qu'un équipier. Et là, c'est d'aller chercher ce qu'il a au fond quand on sait qu'il y en a un qui a peut-être un petit souci. Et des fois, ça peut être l'inverse aussi. Mais j'aimais bien aller les chercher, être dans le non-tactile et donc se frotter un petit peu, se frotter les épaules pour chauffer un petit peu plus. Et puis quelquefois, on allait un petit peu plus loin. J'avais pas de crainte là-dessus et c'était quelque chose peut-être qui rassure aussi. Et les coups de boule, il y en a eu. Alors, c'est pas toujours des boules en caoutchouc, hein, je vous rassure. Quelquefois, il y a vraiment la boule en acier. Et oui, j'ai eu des moments. Mais alors, il y avait deux choses. T'as plusieurs coups de boule, quoi. Moi, j'étais beaucoup dans le frotter. En fait, j'aimais bien, en fait, taper dans les épaules des gars, se donner des coups d'épaule et se frotter le front contre le front. C'était, il y a des petits coups de boule, c'est des boulettes, on va dire. Mais c'est arrivé d'aller dans l'au-delà, quoi. Bon, j'en suis pas vraiment fier parce que ce sont des choses. En fait, quand on est dans le vestiaire, on le comprend bien parce qu'en fonction de comment est monté en puissance et en énergie tout ce qui se passe dans le vestiaire. Alors que quand on peut le raconter, qu'on est dans le fauteuil, qu'on entend, on se dit mais ils sont barjots quand même, ces joueurs de rugby. Oui, on peut passer pour des barjots à un moment donné quand on n'est pas complètement dans le contexte. Mais quand on y est, voilà, enfin, c'est peut-être une excuse que je me donne, notamment sur un gros coup de boule que j'avais foutu une fois, ouais. En fait, j'en ai un et essentiellement un, parce que derrière, il y a eu des petits coups de boule. Enfin, c'est quand même gentil, quoi. Mais il y en a un où je suis allé au-delà de ce qu'il faut faire déjà. Je suis allé au-delà parce que c'est pas sur un joueur, c'est sur mon entraîneur-manager. C'était sur Jacques Fourou. Et en fait, c'est un truc de bizarre parce que c'est l'instinct qui a voulu ça. Jacques Fourou, il me connaissait, il savait que je me préparais, il me parlait de temps en temps, mais c'était très correct. Tout. Et un jour, bon, j'avais fait un mauvais match précédemment contre une équipe, et là, on jouait donc le match suivant, et il m'a dit, mais tout ce qu'on a dit sur toi, est-ce que tu le crois? Est-ce que tu penses que tu es mauvais? Est-ce que tu... En fait, plein de messages, je ne me rappelle pas exactement là, mais il n'y a rien de débile dans ce qu'il disait. Bien au contraire, il était là pour me remonter le moral, si jamais j'avais besoin d'avoir ce moral remonté. Mais toujours est-il, c'est qu'il voulait que je réagisse par rapport au match précédent.
En fait, j'ai réagi, mais je n'ai pas attendu le coup d'envoi, quoi. En fait, j'ai réagi immédiatement parce que j'ai été surpris quelque part des mots qu'il m'avait dit, qui m'ont touché, mais en me disant « Réveille-toi, Philippe, réveille-toi parce qu'il a certainement raison. » Et en fait, on était tous très serrés. C'était 5 minutes avant de rentrer sur le terrain, très serrés. Et donc, il parlait comme ça à un joueur, à un autre. Et donc, je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais même pas parler parce qu'il y avait une certaine crispation à ce moment-là. Et en fait, je l'avais juste devant moi. Et en fait, là, c'est le seul vrai coup de boule, ou un des rares, peut-être, que j'ai pu mettre avant un match. D'abord, le seul, un entraîneur, c'est là. Et il est tombé, quoi, tu vois. Et là, je me suis dit, c'est mort. Tu es foutu. C'est ton dernier match. Tu as fait une connerie. Tu as fait une bêtise, une connerie, quoi. Enfin, voilà, et donc, là, nous voilà partis pour rentrer dans le tunnel du Parc des Princes. Et Jacques Fouroux, je ne l'ai pas revu. Je sais qu'il est tombé, mais je n'ai pas revu, quoi. Et là, j'ai été inquiet. Et il y a eu les hymnes, tout, et ça me revenait. Hein. Et en fait, il y a eu le coup d'envoi derrière. C'est long. Et là, j'ai trouvé le moment vraiment très, très long. Et au premier ballon, c'est reparti. Il y a eu voilà, une explosivité, c'est reparti. Le match a été bon. La mi-temps, il n'y a rien eu là-dessus, absolument rien. Le match se termine, on gagne, donc on est heureux tous. Et puis ça me revient quand même. Tu vois, le match a fait que... Voilà. Mais ça me revient surtout quand, à l'entrée du couloir, je vois Jacques Fouroux. Et là, je me dis, qu'est-ce qui va se passer, quoi. Et en fait, je suis arrivé petit à petit, comme le petit chat. Là. Et là, tout d'un coup, Jacques Fouroux, il me saute dessus. Il me dit, waouh, bravo, super. Il me dit, regarde là-bas ce que j'ai là, quoi. Alors, j'ai dit, c'est super, quoi, tu vois. Et en fait, peut-être qu'il attendait quelque chose, une réaction de ma part. Et c'est ça qui est magique chez lui, c'est qu'il aimait motiver ses joueurs. Et ce qui s'est passé entre nous, parce qu'en plus, moi, je le connaissais depuis pas mal d'années, il y a de l'affectif qui existe, qui est réel. Et je pense que s'il n'y avait pas eu cet affectif-là, c'est pas possible. On ne peut pas, c'est pas possible. Je ne crois pas, je ne suis pas psychologue, mais je ne crois pas qu'on puisse le faire s'il n'y a pas ce côté de connaissance de l'autre, de respect de l'autre et de volonté de participer à la même aventure pour aller au bout. Et au bout, c'est la réussite, quoi. C'est les victoires. C'est une très belle histoire, si tu veux, qui aurait pu être peut-être tragique, mais au final, c'est une très belle histoire parce qu'elle se termine par la victoire. Et on en reparle aujourd'hui, quoi. Enfin, ce sont des choses voilà, qu'on ne voit pas très, très souvent sur un terrain ou autour. Mais là, dans le vestiaire, mais aujourd'hui, j'en reviens toujours pas d'avoir fait un geste comme ça. Mais je ne le regrette pas parce que la finalité, c'est ce retour au vestiaire quand on est ensemble et qu'il me saute dessus. C'est un geste d'amour, quoi. C'est un geste d'affection énorme. Et c'est une belle histoire qui est très surprenante, mais elle est belle. Allez, comment dire, ça dépend des moments. Mais j'aime beaucoup l'avant-match. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu toute la préparation de la semaine, de ce qu'on sait, ce qu'on doit faire, ce qu'on devrait faire, ou ce qu'on va faire. On a pris des informations sur l'adversaire. En fait, on a beaucoup d'informations, on a beaucoup travaillé sur des cas qui ont été concrets, précis. Donc ça, c'est vachement chouette. Et puis, il y a le côté psychologique et donc cette préparation après mentale où tu dois maîtriser l'environnement, le vestiaire, le match, etc. Et tout ce qui est avant, j'adore. La préparation collective et cette préparation aussi individuelle qu'on doit avoir chacun par rapport à son cas.
d'être évolué au meilleur niveau avec les coéquipiers, contre des adversaires, dans un environnement, etc. Donc il y a plusieurs principes à travailler, chacun de son côté. Et puis il y a le collectif, évidemment. La mi-temps, j'ai une mi-temps qui m'a marqué, plus que les autres. C'était en Nouvelle-Zélande en 1994, avec Pierre Berbizier, où c'était un match serré, où on jouait contre les All Blacks, on avait gagné le premier test match, et là on était au mi-temps de deuxième test match. Et il y avait quelque chose qui pouvait se faire de génial, c'est gagner la série des tests. Et le match, il était indécis encore. Et il y a Pierre Berbizier qui parle, qui donne des différents enseignements et qui reste très stoïque. Il sait où il va, avec qui il va, pour aller au bout de cette aventure-là. Et je le revois faire des gestes, j'entends ces quelques paroles aussi sur les différents défis, ce qui doit être amélioré, ce qui doit être renforcé encore. Et ça a été génial parce qu'on a progressé encore en deuxième mi-temps. Et dans cette rencontre-là, on a réussi à gagner une série de tests en Nouvelle-Zélande. C'était l'année 1994. C'était génial. Voilà. Et puis la troisième mi-temps, il vaut mieux gagner pour qu'elle soit belle. Parce que, moi j'ai connu toutes les troisième mi-temps possibles, mais une des plus belles, c'est aussi, pour 94 évidemment, mais allez, je vais prendre 87. C'est après le Grand Chelem de 87 où on est dans le vestiaire, évidemment, on est heureux, on chante, etc. Et puis il y a du gominé. Et donc, c'est Franck Benel qui avait amené ça. Et entre ce moment-là et le moment d'être à la réception pour faire le banquet, eh bien, on s'est tous mis du gominé, tout ça. Alors, on était classe, hein, tous en smoking, le nœud papillon, les cheveux en arrière. Et là, c'était James Bond. Voilà. Il n'y avait que des James Bond dans le salon où on avait fait notre pré-soirée, où on avait bu un coup. C'était juste magnifique. Tu vois, on avait fait les photos, tout, on était comme ça. Il n'y avait que des James Bond partout. Voilà, donc ça, c'est magnifique. Mais bon, il y a aussi d'autres mi-temps où on pleure, où on est malheureux. En fait, il y a des scores, alors évidemment, ça dépend des matchs. Mais plus il y a d'enjeux, et plus la troisième mi-temps peut être énorme, comme des difficiles, mais il faut l'accepter. Chez les petits, je vois beaucoup de jeunes pleurer dès qu'ils perdent. Je les comprends, ce côté émotionnel, mais il faut l'accepter. Il faut accepter la défaite pour être plus fort demain. La défaite, c'est aussi un moment de construction du joueur de rugby et de l'équipe. Donc, il ne faut pas en avoir peur de la défaite. Ça peut arriver, mais derrière, il faut penser positif. Penser positif, c'est se mettre dans des éléments, dans des conditions de réussite, donc de belles passes, de meilleurs jeux au pied, de meilleures courses, de meilleurs investissements. Quand on pense positif, tout est plus.